Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un petit panorama des frameworks agiles à l'échelle. Bon, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je suis dans ce milieu de l'agilité à l'échelle depuis plusieurs années. Et puis, grâce à certains collègues que j'ai, on s'intéresse à l'histoire de l'agilité. Et donc, voilà, on va pouvoir faire ce petit panorama tous ensemble. Donc Agile en scène n'aurait pas existé sans les sponsors. Donc je remercie tous les sponsors, dont un certain nombre sont des fidèles depuis plusieurs années. Donc c'est grâce à eux que cet événement a pu avoir lieu. Et donc merci à eux. Alors moi je me présente. Je suis Franck Belay. Donc je suis coach Agile. Je travaille chez Renault Digital depuis 2017. J'ai travaillé avant dans une autre entreprise qui s'appelait Thales. Je suis co-organisateur d'Agile en scène, c'est pour ça que j'ai ce t-shirt. Mais rassurez-vous, il n'y avait pas de favoritisme, hein. J'ai été dans les soumissions de sujets comme tout le monde. Voilà. Et j'ai un blog, bull.fr, et puis vous verrez les slides et les vidéos de cette conférence disponibles. Et puis vous verrez également, enfin vous voyez également les conférences que j'ai faites par le passé. J'essaie d'en faire au moins une par an sur des sujets très différents à chaque fois. Alors, avant de commencer, il faut déjà se poser la question, on parle de framework, donc framework en français c'est un cadre. Finalement, les frameworks sont-ils agiles? Donc pour répondre à cette question, on revient aux fondamentaux, le manifeste agile. Et le framework, c'est la case processus et outils. Bon, c'est là où on parle de framework. Et je vous rappelle que dans l'agile, la partie droite, elle est importante. Donc elle est importante, mais pour servir la partie de gauche. Donc les processus sont là pour favoriser les individus et leur interaction, et également pour faciliter la collaboration. Donc les outils et les frameworks sont au service de l'humain et de l'animation du périmètre qui nous intéresse. Donc oui, un framework est agile, c'est en plein dans le manifeste agile. Alors, depuis l'origine, les frameworks, c'était principalement des frameworks pour une seule équipe. Donc là, vous allez voir un certain nombre de frameworks qui ont pu exister par le passé. Et en fait, il y en a deux qui sont ressortis, dont on parle encore aujourd'hui. Les autres, on les évoque, mais on n'en parle plus beaucoup. Donc il y en a deux qui font, que j'appellerais la référence de l'agile. Donc Scrum, qui est très connu, et Kanban également, qui est très connu. Donc ces frameworks, ils sont une référence, mais ils ne fonctionnent que pour une seule équipe, c'est-à-dire à peu près une dizaine de personnes. Et donc on voit bien que si on veut aller à l'échelle, c'est-à-dire au-delà de 10 personnes, il faut autre chose en plus. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces frameworks ? Tous les termes que vous voyez là, normalement, ça devient votre quotidien quand vous baignez dans l'agile. Donc déjà, chez Scrum, on a des rôles, les Product Owners, les Scrum Masters, qui sont des rôles emblématiques. On a tous les événements, je ne vais pas les citer tous, hein, Sprint Planning & Co. Cette notion de sprint, bien entendu, le backlog, et puis j'ai mis User Story. Alors en fait, on croit que User Story vient de Scrum, en fait ça vient de Extreme Programming, mais on a oublié Extreme Programming, donc c'est pour ça que ce User Story est ramené à Scrum. Pour ce qui est de Kanban, c'est la visualisation du flux, donc la notion de flux, la notion de visualisation. Tout ce qui est limiter les encours, ne pas travailler sur 50 choses à la fois. Et surtout, stop the line, se mobiliser. Donc toute l'équipe se mobilise quand elle rencontre un gros problème, plutôt que de laisser le problème grossir. Le juste à temps est aussi une notion importante de Kanban. Et les classes de service qui permettent de traiter les différents types d'activités avec des temps de réponse selon le type d'activité. Que ce soit Scrum ou que ce soit Kanban, ces frameworks ont une finalité, c'est de travailler sur la prédictibilité des équipes. Donc la prédictibilité, c'est la capacité de livrer ce qui est prévu. Donc quand on livre ce qui est prévu, on est prédictible. Quand on livre en écart, on est moins prédictible. Donc pourquoi je fais cette petite intro sur les frameworks agiles pour une équipe? Tout simplement parce que tous les frameworks agiles à l'échelle, autant qu'ils sont, ne remettent pas en cause
ces préceptes de base qui fonctionnent pour une équipe. Donc tous ces frameworks à l'échelle vont proposer des extensions pour aller plus loin, pour gérer justement plus de monde, chacun à leur façon, bien entendu, mais l'élément qui est super important, c'est qu'ils ne remettent pas en cause le framework, les frameworks de base. Voilà, donc ça, c'est la première partie de ma présentation. Donc maintenant, on va passer sur la deuxième partie, c'est les frameworks d'agilité à l'échelle. Alors là, j'ai récupéré les slides qui viennent de 14e Annual State of Agile Report, voilà, qui montre les frameworks agiles tels qu'ils sont déployés. Alors c'est un sondage, hein, donc ce n'est pas forcément une science exacte, mais c'est l'information la plus précise que l'on a. Et ça montre que le top 3, c'est SAFe, des pratiques maison, et puis en troisième position, Scrum of Scrum. Si vous regardez le même sondage en 2017, le premier, c'est SAFe. Donc passer de 28 à 35, autant vous dire que SAFe monte. Scrum of Scrum passe de 27 à 16, autant vous dire que ça descend. Et puis le troisième, les méthodes internes, de 13 à 28, donc ça monte. Tous les autres restent aux alentours de 4, 3, 2%, montent un petit peu, mais sont vraiment loin derrière. Donc ça, c'est déjà une première constatation. Donc moi, la question que je vous pose, et c'est le but de ma présentation, c'est qui va devenir la référence à l'échelle au même titre qu'on a notre référence au niveau équipe. Donc là, j'ai une petite intuition. On va essayer surtout d'expliquer pourquoi on a ces tendances-là. Alors, chronologie des frameworks, cette fois-ci, c'est le même tableau que tout à l'heure, mais avec les frameworks à l'échelle. Il y a une chose qui est très importante, c'est de se rendre compte que Scrum of Scrum, qui est en position 2 ou 3, c'est quelque chose qui est très ancien. Et sinon, le mouvement de l'agilité à l'échelle s'est passé entre 2011 et 2014, grosso modo. Donc pendant 3 ans, on a eu une effervescence de framework agile à l'échelle. Et depuis, plus grand-chose. Je reviendrai sur Scrum at Scale tout à l'heure, mais globalement, le combat est terminé. On n'a plus de nouveautés en termes de framework d'agile à l'échelle. Alors, les frameworks qui sont existants continuent à évoluer, bien entendu, mais il semblerait que le combat est terminé. Voilà, donc ça, c'est déjà une première constatation. Alors, SAFe, premier. Pourquoi SAFe est premier ? Pourquoi SAFe est adopté dans plus d'un tiers des situations ? Eh bien, en fait, au même titre qu'on avait eu Scrum Master dans Scrum, on a un rôle équivalent dans SAFe qui s'appelle le Release Train Engineer, qui devient un rôle du vocabulaire commun de tout le monde. Donc, le Scrum Master, il est là pour animer une équipe. Le Release Train Engineer, il est là pour animer un ensemble d'équipes. On est dans le même concept. L'autre notion importante, c'est cette notion de product increment. Donc dans SAFe, c'est tous les 12 semaines, on fait un grand saut et on aligne toutes les équipes vers ce grand saut toutes les 12 semaines. Ces 12 semaines démarrent par un événement emblématique qui a fait peur à tous les managers, qui est le PI Planning. Le PI Planning, ça veut dire réunir toutes les équipes pendant 2 jours au même endroit et pour faire la même chose. C'est le planning à 3 mois. Donc un train, c'est jusqu'à 125 personnes. Ça commence à partir de 50. Donc ça veut dire bloquer pendant 2 jours entre 50 et 125 collaborateurs. Donc c'est quelque chose qui fait très peur de premier abord. Les retours d'expérience montrent que grâce à ça, on gagne un temps énorme pour la suite. L'autre notion, donc ils vont plus loin puisqu'ils ont le niveau solution qui permet de gérer des trains. Quand il y a plus de 125 personnes, on aligne plusieurs trains et on a des solutions. Et il y a également la notion de portfolio qui est tout là-haut, qui est les portfolios stratégiques de l'entreprise. Donc SAFe adresse l'ensemble des besoins de l'entreprise avec beaucoup de rôles, beaucoup d'activités et beaucoup de niveaux. Donc forcément, ça plaît.
Voilà, donc déjà une première constatation, SAFe, le premier framework à l'échelle qui est arrivé dans cette bataille 2011-2015, eh bien, il couvre tout le spectre. Alors, les don't know, deuxième du classement. Alors, c'est qui les don't know ou les others? Alors, le questionnaire proposait une liste fermée, donc peut-être qu'il y a des frameworks exotiques qui ont été oubliés. Vous avez vu, on a vu un certain nombre de frameworks à 2, 3, 4%. Donc il y a peut-être une explication là-dessus. Je pense que le gros, c'est les frameworks maison dans les contextes spécifiques. Donc moi, je viens de chez Renault, donc je vais juste prendre un exemple. Renault, forcément. Chez Renault, on fait des voitures. Et à l'ingénierie, en fait, on travaille sur transformer le dessin du design en quelque chose qui est fabricable en usine. Donc il y a tout un travail autour de la conception de la voiture qui est faite. Et donc il s'avère que ce que proposait SAFe, par exemple, ne répondait pas à l'attente. Donc ils ont instancié un framework maison en divisant la voiture en 4 zones et en organisant des animations de synchronisation au sein de chacune des zones en utilisant des techniques issues de Scrum et de Kanban. Donc voilà un contexte où finalement le framework maison était plus adapté que SAFe. Après, autre élément, le SAFe-ish. On fait quelque chose qui ressemble à SAFe, mais ce n'est pas SAFe. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière SAFe, il y a tout un système de licensing. Donc en fait, on peut faire quelque chose qui ressemble, mais on dit qu'on ne fait pas du SAFe, comme ça on ne paye pas les licences. Bon, c'est aussi une technique. Alors du coup, on peut aller plus loin, on peut faire de l'agilish, quelque chose qui ressemble à de l'agile. Donc là, on s'éloigne de l'agile, mais on fait quand même un tout petit peu d'agile. Et puis finalement, probablement, il y a un certain nombre de projets qui se prétendent être agiles, alors qu'en fait, ils font du cycle en V maquillé. Et voilà. Donc le don't know, ça regroupe potentiellement toutes ces saveurs qui sortent des frameworks proposés. Alors le troisième, c'est Scrum of Scrum. Donc Scrum of Scrum, ce qui est important de savoir, c'est que c'est 1995. Donc c'est vraiment le plus ancien de tous. Et en fait, c'est un seul concept, un seul événement, une seule chose. C'est décrit dans le Scrum Guide. Alors, ça n'y est plus maintenant, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. C'est décrit dans le Scrum Guide et c'est juste l'instanciation d'une nécessité de se synchroniser entre Scrum Master quand il y a plusieurs équipes. Donc dans Scrum, on décrit le fonctionnement d'une équipe. Scrum rajoute juste la synchronisation des Scrum Masters entre plusieurs équipes, sans aller plus dans le détail. Donc finalement, c'est la base de la base d'une collaboration multi-équipe. Et pour un grand nombre de personnes, ça suffit. Alors on voit bien que la présence de Scrum of Scrum baisse. Donc le temps fait que les gens se rendent compte que juste ça, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et donc il faut faire des choses en plus. Et donc ils picorent dans les autres frameworks. Voilà, donc on a vu le top 3. Donc je repose la question, c'est qui va devenir la référence? J'ai une grosse intuition là quand même, puisqu'on n'a pas beaucoup de concurrents. Et puis en particulier, je tiens à vous faire un focus sur Scrum at Scale, qui est le dernier framework à l'échelle qui est arrivé. Il n'est pas dans ce graphe. Et puis Spotify, on a tellement parlé de Spotify, il n'est pas dans ce graphe. Donc c'est étonnant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parle de cela maintenant, pour essayer d'expliquer pourquoi. Alors Scrum at Scale, donc Jeff Sutherland, c'est l'auteur de Scrum. Et il avait fait 3 lignes dans Scrum, et il s'est dit, ça mérite de faire de plus que 3 lignes. Donc du coup, il a sorti en 2018, donc c'est vraiment le petit dernier, Scrum at Scale. Donc finalement, il réexplique le concept de Scrum of Scrum, mais il va beaucoup plus loin, et il va énormément plus loin. Donc il introduit la notion de Chief Product Owner, qu'on voyait déjà utilisée dans les entreprises depuis un certain nombre d'années.
Et puis, il introduit la notion de méta-scrum. Donc, le Scrum of Scrum, c'est les Scrum Masters qui se réunissent entre eux. Le méta-scrum, c'est les Product Owners qui se réunissent entre eux. Voilà. La notion de release planning aussi, donc le fameux cycle de 3 mois, le même cycle de 3 mois que celui qui est décrit dans Safe. Donc on a un petit peu plus de choses. Donc Scrum at Scale, c'est 2 cycles, hein, vraiment 2 cycles différents. Le premier autour du Scrum Master, le deuxième autour du Product Owner, et un certain nombre de pratiques qui sont celles que l'on fait communément dans les projets. Donc c'est vraiment une mise au propre de quelque chose qui se faisait déjà en entreprise. Donc pas vraiment de nouveauté apportée par Scrum at Scale, si ce n'est une mise au propre. Alors l'avantage de Scrum at Scale, c'est que ça fait des super dessins. Voilà, c'est fractal, c'est joli, c'est beau. Et c'est le seul framework qui parle de RHA, les ressources humaines agiles. Donc on peut quand même remercier Jeff Sutherland d'avoir pensé à eux. Mais en fait, en termes d'adoption, j'ai l'impression que c'est des beaux slides qui n'ont pas fait de vagues particulières. Donc, je ne vous explique pas le détail de chacun des dessins, mais en fait, c'est quand on est à 5 équipes, après on est à 25 équipes, puis après 25 x 5, etc. Enfin, c'est fractal. Voilà, donc ça c'est le framework le plus récent, et il n'a pas percé plus que ça. Alors le modèle Spotify, il est très ancien, 2014, il était dans la fameuse vague, voilà. Et donc Henrik Nyberg, qui a beaucoup fait la promotion de ce modèle, a bien insisté sur le fait que ce n'était pas un framework. Alors c'est parce qu'il a dit que ce n'était pas un framework que énormément d'entreprises l'ont adopté. Alors pourquoi ils les ont adoptés? Tout simplement parce que en vertical, on a les squads. Alors le terme squad, je vois des endroits où on parle beaucoup de squad alors qu'ils ne font pas de Spotify, mais c'est de là que le mot squad vient. C'est les fameuses équipes agiles avec un product owner, donc quelque chose de tout à fait classique. Et horizontalement, on a cette notion de chapter. Donc chapter, c'est un ensemble de personnes qui ont le même rôle. Donc du coup, si on fait une petite extension rapide, on se dit, bah, tiens, le chapter, ça ressemble à un truc avec un chef hiérarchique. Donc du coup, on peut mettre une hiérarchie avec un chef. C'est pas dit hein, dans Spotify, c'est de l'interprétation. Hein. Et du coup, on a nos fameuses équipes agiles. Donc, subressivement, on ajoute un petit peu de management sans le dire, alors que le modèle ne l'évoque pas du tout. Et puis, vous avez cette notion de guilde. Alors, le tribe, excusez-moi, juste avant le tribe, ça ressemble un petit peu au train de Safe. Hein. C'est un regroupement de plusieurs équipes. Et puis, le guild, c'est finalement les communautés de pratique. Donc, vous avez vu une conférence tout à l'heure de communautés de pratique. Dans Spotify, c'est la guilde. Donc en tout cas, ce framework, ce faux framework, il a beaucoup fait parler de lui. C'est vrai que ces temps-ci, on en parle un peu moins. Et surtout, Spotify ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui est important. Less. Alors Less, c'est Craig Larman qui est à l'origine de Less. Et il a fait ça en collaboration avec Bas Vod. Donc le positionnement de Less, c'est soyons minimalistes. Voilà. Et ça, c'est finalement, on fait plus en faisant moins. More with less. Donc si vous regardez bien le framework, on a deux, trois petites images. Plus d'équipes responsables, plus de focus sur le client, bien entendu, plus d'apprentissage, de prise de responsabilité, et surtout beaucoup moins de rôles, beaucoup moins d'artefacts, donc d'indicateurs en co, voilà, et beaucoup moins de process. Donc c'est là où en fait dans l'entreprise, l'adoption de ce message-là est difficile à accepter parce que en fait,
beaucoup moins d'activités inutiles dont on a l'habitude d'avoir dans les grandes entreprises. Donc c'est vrai que le message est un peu difficile à passer. Et si vous regardez, finalement, le framework, c'est Scrum, hein, c'est juste du Scrum, avec cette notion de coordination inter-équipe qui est rajoutée, mais il n'y a pas d'artifice supplémentaire, il n'y a pas cette notion de release que l'on voit par ailleurs. Donc c'est simple. Voilà, le but, c'est de faire simple, less et simple. Alors, dans less, le positionnement du manager, il faut le chercher. Puisque ce qui est important dans less, c'est les équipes, c'est la responsabilité aux équipes. Donc là, quand vous voyez le triptyque, là-haut, c'est le product owner, l'équipe, le scrum master. Et puis, il a fallu mettre dans le coin manager, parce qu'il en fallait quand même. Donc, ils sont dans le coin, mais vraiment, ils sont minimisés. Alors, l'adoption de less est plutôt compliquée. Si on dit d'entrée de jeu que les managers sont hors jeu, c'est... voilà. Donc, en tout cas, ça explique pourquoi ce framework qui part d'une idée simple, qui est « faisons simple », a une adoption qui est relativement limitée, même s'il y a de très très bonnes idées. Voilà, le huge Scrum, less huge, voilà, introduit cette notion d'area, donc des zones avec des product owners APO, Area Product Owner, qui permettent de faire une animation à l'échelle. Donc c'est un système qui est comparable au train que l'on a dans Safe, mais ils restent toujours malgré tout dans leur modèle simple. Voilà, donc ça c'était 2013. Alors Nexus, autre framework, Ken Schwaber. Donc rappel, hein, Ken Schwaber est l'un des signataires du Manifeste Agile. Nexus, en fait, déjà, ils ont une offre limitée puisque ça ne s'applique que pour 3 à 9 équipes. Donc c'est à l'échelle, mais pas à la grande échelle. Voilà, jusqu'à 9 équipes maximum. Donc ils ajoutent la notion de integration team. Donc on a 9 équipes qui développent, une équipe qui intègre. Voilà. Et l'autre notion qui est assez importante, c'est qu'il y a un seul product owner pour les 9 équipes et un seul backlog pour les 9 équipes. Donc en fait, on fait un et un seul produit et on répartit l'activité selon la disponibilité des équipes. Donc ce modèle marche probablement dans un certain nombre de contextes, mais il n'est pas adapté à tous les contextes que l'on rencontre en entreprise. Donc il répond à un use case. Donc forcément, son adoption est limitée. Alors le Lean, je ne savais pas quoi dire sur le Lean, parce que le Lean, c'est le mouvement parallèle qui existe depuis 1948 avec Taishi Ohno, qui a été relancé en 1988. Donc c'est là que le mot Lean est apparu, puisque avant c'était le Toyota Production System. Donc c'est en 1988 que le mot Lean a commencé à être là. Et en fait, on a plein de mouvements Lean qui existent. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'ancêtre de l'agile, qui fonctionne dans le monde industriel et qui fonctionne toujours, qui est toujours très actif, et qui a de nombreux principes, de nombreuses pratiques que l'on a repris dans l'agile. Je reprendrai toujours un livre qu'avait fait Cécile Roche il y a un certain nombre d'années sur le petit guide Lean pour les managers. J'ai lu le livre. 80% du livre, c'est ce que je disais déjà quand je faisais de l'agile. Donc, il y avait juste le petit delta qui était les pratiques qui sont un petit peu différentes, mais les messages qui sont strictement les mêmes. Donc, on a le pool scheduling, qui est une pratique. On a le value stream mapping, qui est une autre pratique. Et bien entendu, il y a des dizaines d'autres pratiques autour du Lean. Donc, le Lean de management, c'est un des mouvements déviés du Lean. Voilà. Et il faut savoir que dans certains nombres de contextes, le Lean est probablement plus adapté que l'agile, notamment dès qu'on a un flux à réguler. Donc un flux avec le même type d'éléments qui est à réguler. Alors, DAD, non, ce n'est pas mon père, c'est Disciplined Agile Delivery. Donc là, en fait, partant du constat que Scrum va pas assez loin,
puisque vous voyez la partie construction, grosso modo, ça correspond à Scrum. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un avant. Un avant, c'est-à-dire l'activité de préparation du backlog, donc toute la partie de modélisation du backlog. Donc effectivement, le backlog, il ne sort pas du chapeau, il y a bien une activité préparatoire avant. Et puis, il y a surtout une activité post. Quand on a fini son sprint, il y a tout un processus de livraison. Et comme ils sont sur le Agile Delivery, ils ont musclé un petit peu le processus de livraison. Donc vous voyez que les slides sont, en termes d'esthétique, beaucoup moins attractifs. Vous voyez également que c'était un truc qui était gratuit, qui a été racheté par le PMI en 2019, donc qui devient une offre commerciale d'une société. Donc c'est un peu logique de voir que l'adoption est automatiquement limitée de ce framework. Alors le dernier framework, sauf erreur, non, je m'en ai encore peut-être un ou deux, je ne sais plus. Enterprise Scrum. Donc Mike Bleed, c'est un chef d'entreprise, c'est un patron. C'est un patron qui pense finance. Voilà, c'est un businessman, il pense finance. Donc du coup, il a modélisé la business agility du XXIe siècle. Il a modélisé un modèle agile basé exclusivement sur des aspects financiers. Donc l'un des éléments, c'est le business model canvas. Donc il rentre dans le détail sur la construction d'un business model. C'est très orienté finance. Et là encore, les slides ne sont pas très jolis. Donc ça explique pourquoi l'adoption est relativement limitée. Et l'Agile Portfolio Management. Alors là, je n'ai pas trouvé de framework qui s'appelle APM. Je n'ai pas trouvé. Donc ce que j'ai compris, c'est que ça doit être la pratique de gestion de portfolio qui est notamment décrit dans SAFe et qui peut être faite hors du contexte SAFe. Donc c'est gérer le portefeuille de demandes, donc des demandes orientées clients, sur lesquelles ils vont définir de la valeur pour pouvoir prioriser sur un ensemble d'équipes l'activité et gérer la centralisation de toutes les demandes dans un seul et unique entonnoir, de telle manière à ce que les équipes en dessous évitent de devoir répondre à plein de sollicitations. Donc ce modèle portfolio, c'est pour moi un sous-élément qui est présenté dans SAFe et qui peut se faire sans pour autant adopter toutes les couches inférieures. Voilà, donc on a fait le tour. Donc vous avez la liste de tous les frameworks, du coup lesquels deviennent la référence. Pour moi, il y en a deux qui ressortent. SAFe par KO, puisqu'il couvre un périmètre très large, là où les autres sont spécialisés sur un sous-ensemble. Et puis le Lean, qui mine de rien fait sa vie et continue à faire sa vie très largement dans les entreprises. Et donc voilà, le quator gagnant pour moi, Scrum Kanban pour une équipe, SAFe et Lean quand on est à l'échelle. Donc aucun framework à l'échelle n'a remis en cause les frameworks de référence pour une équipe. Donc la question que je me pose, c'est qui osera remettre en cause les frameworks de référence à l'échelle? C'est une question. En tout cas, pour l'instant, personne. Donc demain peut-être. Il ne faut pas oublier que l'agile, ça fait 20 ans, donc ce n'est plus une idée neuve. Donc il va y avoir du renouvellement dans les 10 prochaines années. Il va se passer plein de choses. Il ne faut pas croire qu'on est dans un monde figé. Donc les choses vont bouger. Je ne peux pas prédire dans quel sens. Alors, finalement, du coup, si SAFe est le grand gagnant, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Parce qu'il y a tout un débat derrière autour de SAFe. Donc, ce qui est clair pour SAFe, c'est que c'est adapté aux entreprises complexes. Ça reste un framework complexe pour des entreprises complexes, donc ça colle. Il n'y a pas de remise en cause de l'organisation, donc là encore, ça plaît. Ça adresse toutes les problématiques des entreprises, même les problématiques que les entreprises n'ont pas, donc là encore, ça plaît. Et puis, sur le terrain, les gens ils ont besoin d'un mode d'emploi, et là, il y a un mode d'emploi qui est documenté, qui est très largement documenté, donc ça plaît. Et puis, c'est mis à jour régulièrement. Vous avez une nouvelle version qui sort tous les 6 mois. Je crois qu'on est à la 5.0 aujourd'hui. Donc, ça plaît. Alors, qu'est-ce qui ne plaît pas dans SAFe?
C'est complexe, c'est normatif, et c'est vrai que l'agilité était là pour dire qu'on favorisait les interactions plus que les processus. Donc ça reste un processus complexe et lourd. C'est une machine à dollars. Il y a tout un système de licensing derrière. Il faut former les utilisateurs, il faut présenter exactement tous les slides sans en oublier un seul dans la formation. Il faut payer une licence à chaque personne pour qu'elle ait sa certification. Bon, voilà, derrière, il y a des dollars, il y a beaucoup de dollars qui entrent en jeu. Et puis, certes, il y a des idées neuves dans Safe, mais il y a aussi une réutilisation de nombreux concepts qui sont gratuits par ailleurs. Donc, ça peut déplaire à une certaine population. Et puis, c'est la palissade, mais finalement, Safe n'est pas du tout adapté dans les environnements simples. Voilà, donc c'est tout de suite, dès que ça devient complexe, que Safe répond à la demande. Donc je me pose la question, j'avais introduit avec ça tout à l'heure, les frameworks sont-ils agiles? Donc je me pose la question, Safe est-il agile? Puisqu'il y a plein d'articles qui pleuvent sur Internet en disant que Safe n'est pas agile. Donc petit rappel, c'est la partie droite du manifeste agile, donc les processus, au service des individus et leurs interactions, pour faciliter la collaboration. Donc ça répond pour moi à la définition. Donc oui, Safe est agile. Alors j'arrive à la dernière partie de ma présentation. On a vu un panorama de framework, très bien. Prenons un peu de recul et voyons ce qu'on peut tirer de cette présentation. Alors ce qui est important, c'est de se rendre compte que, quels que soient les frameworks, même s'ils ne couvrent pas tous le même périmètre, il y a quelques patterns que l'on retrouve. Et donc, du coup, je vais vous partager 3 slides de petits patterns. Donc, à l'échelle ou pas, les conditions pour démarrer, ça reste toujours les mêmes. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, première règle, il faut que les contributeurs soient prêts à s'investir pour que la transformation soit du succès. Donc, s'il n'y a pas de volonté d'y aller, ça ne marchera pas. C'est vraiment la volonté des gens qui font que ça marche. Donc, il faut déjà déclencher cette chose. La deuxième chose qui est importante, c'est la nécessité de faire des formations agiles, bien entendu, pour bien expliquer ce que l'on veut mettre en place. Pour un certain nombre de personnes, c'est totalement extraterrestre, les principes agiles que l'on veut mettre en place avec les frameworks. Et puis, il faut aussi s'assurer que le produit n'est pas à un moment critique. Si vous êtes à la veille d'une livraison critique, les gens ne peuvent pas prendre du recul pour démarrer. Démarrer, ça prend du temps. Donc, il faut trouver le bon moment pour démarrer. Alors, les équipes doivent être accompagnées. Alors, soit par un coach agile, parce que c'est la mission du coach agile, soit par un agiliste expérimenté. Mais il faut être accompagné par quelqu'un qui a déjà vécu l'histoire. Et puis, dans le cas du coach agile, l'intervention d'un coach agile doit être légitimée. Et ça se fait par la présence d'un contrat de coaching qui est validé par un sponsor. Le sponsor qui est la personne qui lance la démarche agile. Donc, il faut bien tous ces ingrédients pour que la mayonnaise prenne. Sinon, vous allez rencontrer tous les freins majeurs que l'on rencontre dans les transformations. Et vous avez probablement de nombreux retours d'expérience là-dessus. Le deuxième set, c'est que l'agilité multi-équipe, c'est avant tout faire de l'agile. Et donc, il ne faut surtout pas oublier que ce n'est que de l'agile en étendant. Donc, toutes les règles de base d'une structure agile mono-équipe s'appliquent. Donc, commencez déjà par faire fonctionner une équipe agile avant de vouloir en faire fonctionner 25. Parmi les règles, l'idée, c'est d'avoir des équipes limitées, de préférence à 9 personnes, des équipiers autant que possible disponibles à 100%. Donc là, à chaque fois, j'essaie d'avoir mon discours parce que ça fait partie des freins les plus compliqués que j'ai, de limiter à 10 personnes, d'avoir des gens dédiés. C'est ultra compliqué, semble-t-il. Et puis, il faut des product owners et des scrum masters. Donc, les product owners, on en trouve, des scrum masters, on en trouve moins. Il faut quelqu'un pour animer l'équipe, il faut quelqu'un pour donner la vision. Donc, c'est vraiment fondamental. Une équipe, c'est des gens qui sont pluridisciplinaires. Ce n'est pas le métier d'un côté, les développeurs de l'autre. On est tous ensemble
et on est capable, de manière autonome, à produire quelque chose. Au début, il faut toujours faire un cadrage. Quel que soit le temps que vous prenez sur un cadrage, le cadrage est indispensable. Voilà. Alors, il ne faut pas faire des cadrages de 6 mois non plus. Je n'ai pas dit que le temps était illimité, mais ce cadrage est indispensable. Et puis, on organise l'activité autour d'itérations. Alors, il y a 2 rythmes qui ont vraiment tendance. Le rythme du sprint, de 1 à 4 semaines, une préférence pour 2 ou 3 semaines. Et puis, les fameuses releases de 2 à 4 mois, donc avec une préférence pour le rythme de 3 mois, qui correspond au rythme des trimestres, donc, sur lequel on est habitué depuis longue date. Et puis, des mesures factuelles d'avancement à chacune de ces étapes. Mon dernier slide, c'est les bonnes pratiques de l'agilité multi-équipe. Donc, vérifiez, si vous démarrez plusieurs équipes, vérifiez quand même le mode de fonctionnement de l'agile de chaque équipe. Voilà, est-ce qu'ils sont vraiment agiles ou pas? C'est là où vous pouvez avoir quelques surprises quand vous êtes dans un périmètre à l'échelle. Il ne faut surtout pas oublier que le fonctionnement de base de l'équipe doit être là aussi. Le principe de base, c'est que toutes les équipes travaillent avec la même cadence. C'est ce qui est présenté dans les différents frameworks. Ils sont tous d'accord là-dessus. Et puis, il faut mettre en place une synchronisation entre les équipes. Donc ça, c'est régulière. Quand je dis régulier, c'est de l'ordre de l'hebdomadaire. Les pratiques DevOps. Donc là, j'élargis un petit peu parce qu'on ne parle pas forcément exclusivement que d'informatique, mais les pratiques DevOps, c'est l'industrialisation de la chaîne de production. Donc industrialisation des tests, industrialisation des déploiements, entre autres. Donc ça, c'est à mettre en place au niveau du multi-équipe. Découpage des releases en à peu près 3 mois. Donc ça, c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Et puis, ne pas oublier que quand on est à l'échelle, il y a des nouveaux rôles. Et donc ces rôles, il faut bien les légitimer. Donc en termes de RH, ça sous-entend que c'est des nouveaux rôles à officialiser. Et donc, pour valoriser ces postes, il faut définir des rôles au niveau RH. Et au-delà des pratiques, l'agile, c'est aussi un état d'esprit. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il y a 2 aspects dans l'agile. Les frameworks, ça c'est la pratique, mais c'est l'état d'esprit aussi, le mindset. Le mindset de l'agile, c'est l'entraide, le partage, la collaboration, la transparence, et j'en passe. Et donc, il ne faut surtout pas oublier que si vous ne faites pas l'état d'esprit agile, en fait, vous faites un framework, certes, mais beaucoup moins efficace parce qu'il manque l'état d'esprit qui va bien. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Alors, je vais vérifier le timing. Ouais, 38 minutes, super. Le feedback sur OT Express, je compte sur vous parce que j'ai besoin de feedback, forcément. Ça, c'est un point important. Et puis, si vous voulez revoir la vidéo ou accéder aux slides, ils seront diffusés dans quelques jours sur mon blog, bull.fr. Et donc, je vous remercie et donc, je suis ouvert à toutes vos questions. Moi, j'avais une question sur le fait de comment ça s'était passé chez Renault pour, entre guillemets, tordre le modèle safe et l'adapter. Est-ce que ça s'était fait facilement ou voilà, avoir un peu plus d'infos en relief là-dessus? Alors, Renault, c'est une grande maison. Il y a des milliers de personnes, des milliers de collaborateurs. Donc, dans les différentes directions, on a déployé de l'agile à l'échelle, mais on n'a pas déployé la même agile à l'échelle selon les directions. Donc, et puis, il y a aussi un aspect culturel qui entre en jeu. Donc, l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure par rapport à Renault, c'est un exemple ingénierie, vraiment la partie tôle de la véhicule. Donc, vraiment, on est dans le cœur du métier, dans un écosystème où le monde du software est peu présent, voire totalement inexistant. Donc ils sont partis d'une base totalement vierge et on a apporté une réponse à leurs attentes par rapport à leur situation. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on n'a volontairement pas déployées avec eux
parce que ça ne correspondait pas à leurs attentes. À côté, vous avez une autre direction, toujours à l'ingénierie, qui s'appelle la Software Factory. Et la Software Factory, c'est la partie qui va développer le logiciel qu'on embarque dans la voiture et également le logiciel qu'on met sur les serveurs distants, puisque maintenant les voitures sont connectées. Hein, donc il y a toute une collaboration à faire. Et là, une culture qui est beaucoup plus poussée logicielle. Et donc là, ils poussent beaucoup plus sur du safe. Et en fait, c'est une autre culture. Alors, je ne vais pas vous énumérer toutes les directions où on a déployé de l'agilité, mais voilà, ces deux exemples permettent d'illustrer que finalement, en fonction de l'écosystème où l'on est et donc la culture qu'il y a un déploiement agile qui se fait un peu différemment. On va prendre une question à distance. Donc Christophe Arbogast pose la question de peut-on savoir pourquoi Spotify a abandonné son modèle à l'échelle et au profit de quel framework? Si tu sais, Franck. Oui. Alors là du coup, j'ai dit que j'allais m'intéresser à l'histoire de Spotify, donc je connais la réponse. Sauf que là elle ne me vient pas en tête tout de suite. Donc, je vais dire Joker. En tout cas, il y a eu pas mal de communication en disant que ce qu'ils avaient mis en place avait révélé un certain nombre de problèmes et donc du coup qu'ils avaient été obligés d'ajuster et ils n'ont pas documenté les ajustements. Donc, la communication qui a été faite, c'est surtout dire qu'il y a eu des changements, mais sans documenter les changements qui ont été faits. Donc après, si on est en contact avec des personnes de Spotify, et je connais un certain nombre de coachs qui l'ont été, on a réussi à glaner un peu plus d'informations, mais il n'y a pas eu de communication large comme il y a eu au départ. Voilà. Très bien. Avons-nous une autre question dans la salle? Il y avait une question dans la salle. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Donc, vous nous avez expliqué que pour Renault, par exemple, les cadres existants n'étaient pas adaptés à la manière de développer les véhicules. Est-ce que c'est un cadre maison que vous avez normalisé afin de pouvoir être adapté à l'agilité au développement des véhicules, ou c'est juste une mentalité que vous essayez de partager à vos équipes? Alors, je reviens sur un des slides que j'ai dit tout à l'heure, c'est les gens ont besoin d'un truc écrit. Donc, ce qui s'est passé, donc on a fait du test and learn. Hein. Il y a eu un travail avec des coachs et avec les gens des directions qui ont été faits. Et on a testé sur un premier véhicule des pratiques en identifiant laquelle serait la plus adaptée, lesquelles seraient les plus adaptées sans en mettre trop d'un coup. Voilà, donc suite à ça, il y a eu des retours positifs et des retours négatifs. Donc quand on a commencé à s'intéresser au deuxième véhicule, à partir du deuxième véhicule, on a dit on va profiter de l'expérience du premier véhicule et prendre acte de nos erreurs et proposer des choses différentes. Et à partir du deuxième véhicule, on avait déjà un framework qui était décrit sur presque 200 slides, donc qui adressait plein de problématiques vraiment très, très bas niveau. Et du coup, le troisième véhicule s'est appuyé là-dessus pour adapter à sa manière. Et donc à ce moment-là, c'est là que Renault a décidé que tous les nouveaux véhicules adopteraient à l'ingénierie ce mode opératoire. Donc c'est un mode opératoire test and learn qui a été mis en place, partant des principes de base de l'agile. Hein, vraiment, déjà, commençons par les delimiting, commençons par la visualisation du flux, donc du Jira, voilà, des choses comme ça. Et puis, bien entendu, faisons des synchros. Donc synchro, l'équivalent des trains, c'est les fameuses zones de la voiture. Donc du coup, finalement, les expériences qui sont décrites dans les autres frameworks, on les a repris, mais on n'a pas repris tous les éléments. Par exemple, on n'a pas de PI planning parce qu'il n'y avait pas besoin de PI planning dans ce contexte-là. Il y a des jalons à respecter, donc des jalons vraiment issus du cycle en V. Et à chaque jalon, il y a un attendu. Et en fait, quelle que soit la voiture que tu fais, l'attendu, c'est toujours le même. Il faut avoir traité... Voilà, c'est juste le design de la voiture qui change, mais une voiture, c'est toujours un moteur, des roues, un volant, enfin... Et puis surtout des normes à respecter. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. On arrive à la fin de la session. Je pense qu'on peut encore une fois applaudir Franck pour cette belle présentation. Merci et un petit coucou à ceux qui sont en ligne. Et je copier-colle le chat en ligne. Et si tu voudras bien répondre à quelques questions très pertinentes Eh sur les bien, réseaux sociaux. Parfait. Merci beaucoup. Sur mon blog, j'en parlerai. Voilà. Ça marche. Merci. Au revoir. Bon appétit pour ceux qui sont là.